Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 9 avril 2026, c'est notre bulletin numéro 285 et nous sommes toujours à Moscou et toujours évidemment sous sanction mais candidat à l'élection consulaire. Donc je lance de nouveau un appel à tous les Français de Russie et de Biélorussie. Inscrivez-vous, en fait vous avez jusqu'au 24 avril pour vous inscrire sur les listes pour voter, bien sûr, pour voter pour la liste patriote français en Russie, Biélorussie. J'ai déposé aujourd'hui les bulletins de vote ainsi que les affiches électorales qui seront distribuées par l'ambassade dans les bureaux de vote. Il y en aura à Moscou, Saint-Pétersbourg. Alors au passage, d'ailleurs, j'ai les chiffres maintenant, il y a à peu près 2500 votants à Moscou, il y en a 350 à peu près à Saint-Pétersbourg, 170 à Minsk et à Yekaterinbourg, il y en a une petite trentaine, je crois. Voilà. Donc ça nous donne à peu près le volume potentiel des votants. Donc si vous n'êtes pas sur la liste, allez vous inscrire. C'est le moment de frapper fort en votant pour la liste de votre serviteur. Voilà. Je compte sur vous. Et puis, bien sûr, si vous voulez nous soutenir, inscrivez-vous à tous nos réseaux sociaux. Inscrivez-vous notamment à Telegram parce que petit à petit, on perd tous les mois. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'aussi, il y a du nettoyage de trolls. Mais c'est un peu dommage. Alors que du côté de X, tout va bien puisque on est en train de monter. Voilà. Alors, aussi, on a créé une chaîne YouTube spécialement pour la campagne ainsi qu'un canal Telegram. Moreau 2026, voilà, en attendant Moreau 2027, qui sait. C'est, comme je l'ai dit, cette élection n'est que le début d'une série, on combattra jusqu'au bout. Voilà, et puis ça c'est pour nous aider pour Stratpol, pour la campagne. Si vous voulez aider ma famille, vous le pouvez, parce que moi vous ne pouvez pas m'aider directement, mais vous avez le droit de soutenir la cagnotte de mon épouse, le lien est comme d'habitude en description de cette vidéo. Je crois que j'ai trouvé une solution pour que vous puissiez également de nouveau aider en toute légalité le canal Stratpol. J'espère que ce sera en place la semaine prochaine. Voilà, et puis bien sûr, abonnez-vous à notre partenaire Géopolitique Profonde, un numéro exceptionnel centré sur l'affaire Epstein, puisque l'affaire Epstein résonne non seulement aux États-Unis, certains disent même que c'est une démotivation de Donald Trump de s'aventurer dans l'affaire iranienne sous la pression israélienne. On va le voir, c'est pas certain. C'est pas ce que dit Joe Kent, que je suis particulièrement maintenant, dont j'ai déjà parlé. Mais en tout cas, il y a également, et puis il y a une affaire Epstein en France, et ça aussi, il faut en parler. C'est extrêmement important. Les ramifications politiques sont extrêmement importantes. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de refaire un point sur ce qui se passe avec l'Internet en Russie. Donc, en fait, pas grand-chose de plus que ce que je vous ai dit la dernière fois, à la différence que finalement le 1er avril, où Telegram devait être complètement bloqué, Telegram ne l'a pas été, puisque vous pouvez en juger, puisque vous recevez encore les messages de Stratpol. C'est peut-être aussi pour ça que vous cessez de vous y abonner, mais vous pouvez y aller. Pour l'instant, ça fonctionne et ça fonctionne plutôt bien. Ici, avec un VPN. Voilà. Il n'y a pas d'attaque contre les VPN en Russie particulière. En fait, il y a effectivement certains protocoles qui sont de temps en temps bloqués, mais globalement, en gros, il y a toujours un ou deux VPN qui fonctionnent. Et encore une fois, ça concerne davantage la sécurité de la Russie, notamment l'utilisation, et ça effectivement il y a des problèmes notamment dans le centre de Moscou, de l'internet mobile, puisque c'est un moyen de guider les drones sur des cibles particulières. Donc là où il y a des risques avec les drones, effectivement l'internet mobile, voire le mobile tout simplement, est bloqué. On peut mettre un SIM card dans un drone et le diriger sur sa cible de cette manière, c'est ce qu'on m'a expliqué. Donc voilà, donc rien de particulier, et encore une fois il ne faut pas confondre la censure. La censure qui, par exemple, en France, qui est vraiment le modèle du goulag numérique. La censure en France, elle est sous-traitée aux plateformes, à YouTube. Souvenez-vous qui a fermé ma plateforme à 185 000 abonnés. C'était sous-traité également à Twitter à l'époque d'avant Elon Musk, où là aussi on m'avait fermé mon compte Twitter. Et pour l'instant, ça tient bon, en tout cas sur différents supports. Voilà, mais c'est pas le problème qu'on a en Russie, parce qu'en fait, en Russie, c'est fait ouvertement. Si par exemple un site
n'obéit pas à la loi, il est censuré officiellement. Il est, voilà, vous êtes informé qu'il est bloqué. C'est pas la sous-traitance de la répression au privé, comme c'est le faire particulièrement bien la France et l'Union européenne, hein, comme exactement de la manière qu'en Russie, eh bien, vous ne pouvez pas être comme moi condamné sans passer devant un tribunal et avoir droit à un avocat. Ça, c'est pas possible en fait. Encore une fois, c'est une pratique totalitaire qui est un héritage de la Révolution française, de la terreur robespierrienne, dont nous avons aujourd'hui les héritiers, donc parmi cette gauche bourgeoise que je pourfends et que je vais continuer à pourfendre. Vous avez été aussi plusieurs à me demander donc par les messages que vous pouvez envoyer par notre site internet, hein, je vous le recommande d'ailleurs, stratpol.com. Inscrivez-vous, j'ai oublié de le dire, à la newsletter, à la lettre d'information. Vous êtes plus de 25 000 désormais, et là vous êtes sûr que ce ne sera pas censuré. Donc parmi les commentaires qui m'ont été faits, on m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé avec la traduction de cette fameuse interview de Sergueï Lavrov dont nous avons parlé la dernière fois, donc par Léa Salamé sur France 2. Donc il y a eu un grand scandale parce que soi-disant les interprètes russes auraient délibérément mal traduit les questions, notamment de Léa Salamé. Donc deux questions, une où elle parle des Russes qui auraient massacré des milliers d'Ukrainiens, et donc la traduction a été des centaines, et l'autre ça touche une question sur l'Iran, puisque la question c'est vous n'avez pas beaucoup soutenu l'Iran, et donc la question qui est posée c'est l'inverse. Quoi qu'il arrive, ça n'a pas changé la réponse de Sergueï Lavrov, qui est encore une fois de dire bah si l'Iran est notre soutien. La preuve c'est que d'ailleurs ils ont bloqué une résolution des Nations Unies avec la Chine pas plus tard que cette semaine. Donc en fait les questions de toute manière, que ce soit prétendre qu'il y a eu des centaines de gens massacrés par les Russes ou des milliers, la réponse de Sergueï Lavrov était la même. Et ce qui s'est passé, j'en ai parlé d'ailleurs avec des interprètes, c'est que il y a eu une lost in translation, il y a eu une mauvaise interprétation qui a été faite par les interprètes du ministère des Affaires étrangères russe, puisque le ministère des Affaires étrangères russe n'a pas confiance dans les interprètes de France 2, et on les comprend, et donc ils ont mis les leurs, et effectivement, la question a été mal traduite. Mais c'est une erreur de traduction. Et je rappelle que c'était de toute manière une interview en direct. Donc vous ne pouvez pas savoir les questions qui vont être posées par Léa Salamé. Et le travail d'interprète en direct, c'est quelque chose d'extrêmement pénible, qui nécessite extrêmement de concentration. Et donc vous ne pouvez pas en même temps penser à traduire, en même temps penser à truquer la traduction. Vous pouvez en parler à n'importe quel interprète, ça n'arrive pas. Donc le problème, et en revanche il existe, c'est que visiblement cet interprète-là n'était pas au niveau. Et c'est ce qui s'est passé. Mais évidemment, Jean-Noël en a profité pour se plaindre, envoyer notre ambassadeur d'ailleurs déposer une plainte auprès du ministère des Affaires étrangères russe. Voilà, bon, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, mais comme vous étiez quelques-uns à me demander des explications, voilà ce qui s'est passé. Lost in translation. Économie maintenant, et avant tout, venez investir en Russie. Là, c'est le moment, parce qu'en plus, avec les prix du pétrole et du gaz et de l'engrais, donc qui vont être élevés et pour longtemps, puisque même si finalement Washington et Téhéran arrivent à une paix plus ou moins durable, tout ce qui a été détruit ne sera pas reconstruit aussi rapidement. Donc, on va avoir une année. Alors malheureusement pour les autres évidemment, mais pour l'économie russe qui va être particulièrement faste. Donc venez ouvrir un compte en Russie, venez investir, c'est le moment ou jamais. Donc comme je le disais depuis le début de l'opération israélo-américaine contre l'Iran, pour la Russie c'est une très bonne nouvelle. Et pour l'instant ça ne se fait pas encore sentir dans les recettes budgétaires liées aux hydrocarbures. Pourquoi ? Parce que ce qu'on a vu en mars, les chiffres qu'on a vus en mars, c'était ceux de janvier et février, où effectivement les profits tirés de la vente des hydrocarbures ont été bien inférieurs, je crois de 50%, par rapport à celles d'il y a un an. Alors évidemment, toute la presse atlantiste a fait semblant de ne pas voir ce qui était en train de se préparer et s'en est réjoui dans Grand Incontinent notamment, ils ont fait un article là-dessus. On va voir au mois d'avril ce que ça va rapporter. Ça va rapporter gros, puisque, comme on l'avait bien analysé, alors il n'y avait pas que nous, encore une fois, Bloomberg l'avait analysé, The Spectator aussi avait analysé que malgré les bombardements sur les ports russes de la Baltique, ça ne ferait qu'augmenter le prix des hydrocarbures, même si la Russie en vendait moins. Et finalement, sur la moyenne des 4 dernières semaines jusqu'au 5 avril, d'après Bloomberg, les volumes ont été en augmentant. Alors c'est lié à différentes raisons. Tout d'abord,
notamment le port de Primorsk qui a finalement été très peu touché, donc il a été très rapidement mis en service. On le voit d'ailleurs sur les différents graphiques qui sont proposés par Bloomberg. Celui de Ust-Luga, lui, a été touché plus sérieusement, mais il y avait énormément de tankers russes qui étaient avec du pétrole déjà dans les océans. Et donc, en fait, ce sont ces tankers-là qui, en plus, ont été autorisés à livrer leur pétrole par les États-Unis. D'ailleurs, la levée des sanctions temporaires est prolongée encore d'un mois. On vient de l'apprendre, juste au moment où je préparais cette vidéo. Donc, ce qui a permis aux Russes de battre des records de vente de barils de pétrole et de gains, puisque là, officiellement, là aussi, c'est Bloomberg, eh bien, le baril d'Ural, le pétrole de référence, a atteint $116. Donc, c'est un record depuis ces 13 dernières années. Donc merci pour les Russes, tout va bien pour eux et tous les espoirs qui étaient placés sur les bombardements finalement ne fonctionnent pas. Nouvelle économique toujours liée à ce qui se passe en Iran et dans le détroit d'Ormuz, eh bien, comme vous le savez, les Iraniens maintenant exigent un droit de passage et vous pouvez payer en monnaie numérique et notamment en bitcoin. Et donc là-dessus c'est un moment extrêmement important qui donne raison à Laurent Nicolas, que pour ceux qui le connaissent, vous pouvez le suivre sur Twitter. Il intervient de temps en temps dans notre émission ici Moscou et qui avait annoncé que tôt ou tard, le Bitcoin, qui est incontrôlable, alors à moins d'en acheter énormément et d'en vendre énormément, où ça peut faire fluctuer le cours, en fait finalement, à terme, va atteindre une masse critique et deviendra une monnaie que personne ne pourra contrôler et qui permettra de faire du commerce à l'international. Sans obstacle. Donc c'est ce à quoi on est en train d'assister dans le détroit d'Ormuz. C'est tout à fait intéressant. Et puis, dernière information économique qui m'a paru importante, étant donné ses conséquences et son côté symbolique, c'est la pénurie de tungstène pour le complexe militaro-industriel américain. Comme on l'avait souligné, le complexe militaro-industriel américain est extrêmement dépendant de plein de sous-ensembles ou de matières rares qu'il doit importer, notamment d'ailleurs de Chine. Souvenez-vous, ce rapport du sous-traitant du Pentagone, Govini, qui avait été publié au début 2024, qu'on a souvent cité, qui a été mis à jour en 2025, qui montrait l'extrême dépendance de tout ce qui était aéronautique, missiles américains vis-à-vis de la Chine. Voilà. Et donc, et pas seulement de la microélectronique, encore une fois, des minerais, des terres rares, des choses en fait que les Chinois sont les seuls à produire massivement. Et donc à un coût raisonnable. Donc tout ça, ça montre que contrairement à ce qu'on racontait, la puissance militaro-industrielle américaine est toute relative. Et s'ils voulaient devenir réellement souverains, comme sur le modèle un peu de ce que font les Russes d'ailleurs ou les Chinois, eh bien cela leur coûterait très très cher. Mais évidemment, le jeu en voit la chandelle puisqu'on s'aperçoit à ces moments-là que il n'y en a plus. Il n'y a plus de tungstène, il n'y a plus de terres rares, il n'y a plus rien parce que on a préféré importer plutôt que de produire sur place. Politico-diplomatique maintenant, évidemment, le sujet le plus important, c'est toujours ce qui se passe en Iran, pour le grand malheur de Zelensky d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc, pareil, encore une fois, sur les détails, allez voir Youssef Indy, allez voir Fabrice Sorlin, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qui se passe ? Eh bien, c'est que là, c'est l'heure de vérité pour Donald Trump. Il veut réellement, je pense, se sortir du pétrin dans lequel l'a fourré Israël et les gens mal intentionnés qui l'entouraient, encore une fois. Et donc, c'est l'occasion ou jamais de montrer qu'il est capable de le faire en s'appuyant. Alors, visiblement, c'est toujours l'équipe Witkoff, Kushner, mais également J.D. Vance. Et le problème, encore une fois, c'est que je pense que Trump pourrait se mettre d'accord avec le gouvernement iranien, mais derrière, il y a Israël. Et Israël, évidemment, au dernier moment, change l'accord, les principes de l'accord qui avaient été acquis par Téhéran et par Washington en continuant leur agression contre le Liban. Et donc là-dessus, l'Iran a été intraitable en disant oui, nous on veut bien rouvrir le détroit d'Ormuz vis-à-vis de ceux qui ne sont pas agressifs vis-à-vis de nous, donc y compris pourquoi pas vis-à-vis des Américains. Mais nous continuerons à aider ceux qui sont rentrés en guerre pour nous aider, c'est-à-dire le Hezbollah au sud du Liban et les Ansar Allah au Yémen, etc., etc. Donc voilà, aujourd'hui en fait c'est vraiment l'heure de vérité pour Trump. Est-ce qu'il est capable de se débarrasser du lobby sioniste aux États-Unis ? La question est posée. Nous devrions avoir bientôt la réponse. Normalement, donc des discussions devraient avoir à Islamabad. Alors Téhéran a bien précisé qu'ils enverraient une délégation, mais qu'elle ne discuterait que si le cessez-le-feu au Liban est appliqué ou pas. On va voir. Au passage, Emmanuel Macron, d'ailleurs, a demandé également que le cessez-le-feu soit appliqué au Liban. Le problème, c'est que l'influence d'Emmanuel Macron et de la France en général
après 50 ans de socialisme, eh bien, ça pèse plus grand-chose. Politico-diplomatique toujours, je voulais souligner une remarque qui m'a paru très bien vue de la part de Dmitri Medvedev, l'ancien président russe et qui est maintenant vice-président du comité de sécurité nationale russe, donc avec Vladimir Poutine, et qui a noté que finalement la bombe atomique de l'Iran, c'était le détroit d'Ormuz. Et que ce qu'ils ont pu faire grâce à ce détroit d'Ormuz est quelque chose de décisif qui est en fait la véritable dissuasion. Donc c'est considéré que l'Iran n'a pas besoin de dissuasion nucléaire dans la mesure où ils peuvent interdire le passage du détroit d'Ormuz et puis punir en quelque sorte toutes les monarchies arabes du Golfe qui ont le malheur de coopérer avec les Américains et d'avoir des bases américaines sur leur sol. La solution d'ailleurs dont on avait parlé la dernière fois qui était celle de l'Arabie Saoudite, donc qui consistait à décharger son pétrole dans un port sur la mer Rouge, et bien finalement, elle aussi est remise en question, puisque les Iraniens sont capables de bombarder les stations de compression de ces infrastructures. La supériorité stratégique de l'Iran est flagrante face à Israël et à Washington. Évidemment, le malheureux en ce moment, c'est le pauvre Zelensky, dont plus personne ne parle, alors qu'il fait des déclarations sans arrêt. D'ailleurs, ça fait lui en fait un véritable chef d'État occidental, selon le modèle occidental dégénéré, où ils sont tous en train de parler sans arrêt. Trump est tous les jours en train de parler, on n'écoute même plus ce qu'il dit, mais il dit tout et n'importe quoi. Zelensky, c'est pareil, donc là, il dit qu'il est prêt à reprendre des négociations, il est prêt à rencontrer Poutine. Donc, Vladimir Poutine a déjà répondu il y a 2 ans qu'il rencontrerait Zelensky le jour où il y aurait quelque chose qui a été négocié, sur lequel il y aurait évidemment raison de se rencontrer. Donc pour l'instant, les Russes, depuis plusieurs mois maintenant, ne sont pas intéressés par des rencontres. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a dit que oui, ils étaient toujours prêts, mais que bon, voilà, il faudrait que ça se mette en place. Donc visiblement, les Russes, c'est pas ce qu'ils recherchent. Les Russes, je pense, cherchent à avancer sur le champ de bataille et après poseront sans doute de nouvelles conditions, ou en tout cas accepteront une trêve une fois que le Donbass aura été totalement libéré. Pour moi, c'est l'objectif principal de cet été, c'est prendre Slaviansk-Kramatorsk. Et là, les Russes pourraient accepter une trêve, donc la trêve qui est demandée par tous les pays de l'Union européenne, enfin en tout cas par Bruxelles, par Paris, par Londres, par Berlin, par Kiev. Ils veulent une trêve absolument, mais ils veulent pas retirer les troupes du Donbass, qui avait été conclu entre Trump et Vladimir Poutine pendant la rencontre d'Anchorage. Donc les Russes continueront le combat, mais une fois qu'ils auront obtenu ça, et obtenu la libération de Slaviansk et Kramatorsk, là, il pourra accepter une trêve. Et une trêve peut être fatale pour le régime de Kiev, puisque tout ce qui justifie la dictature, les kidnappings des hommes dans la rue, maintenant des femmes également, dans la rue pour les envoyer potentiellement sur le front combattre, etc., dans des conditions épouvantables, tout ça ne sera plus accepté. Et puis l'armée ukrainienne peut très bien s'effondrer, un peu comme l'armée russe s'est effondrée au début de l'année 1917. Voilà un peu l'analyse qu'on peut faire de ce comportement de Zelensky qui sent bien que tout est fragilisé. Tout ça va également, ce qui va être extrêmement important pour l'évolution du conflit cette année, c'est l'élection qui a lieu donc ce dimanche en Hongrie. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important pour tous les nationalistes d'Europe, évidemment, de ceux qui veulent la paix sur notre continent et dans nos pays, qui pensent que nous ne devons pas nous impliquer dans une guerre en Ukraine, qui est une guerre provoquée par Washington contre Moscou et qui devrait se régler d'ailleurs entre deux. L'Ukraine n'étant qu'un intermédiaire, et puis et malheureusement un pays du tiers-monde qui n'a d'autre chose à fournir que sa main-d'œuvre. Donc il y a un affrontement technologique de l'OTAN avec des soldats ukrainiens contre la Russie. Donc nous, ça ne nous concerne pas. Ça ne concerne pas la France, ça ne concerne pas la Hongrie. Mais malheureusement, eh bien, en France, il n'y a personne parmi les grands partis, je parle de la taille, pour défendre cette position-là. En Hongrie, ils ont de la chance, ils ont le Premier ministre. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez un affrontement en Hongrie entre une Union européenne qui a visiblement, avec l'aide de l'Ukraine, mis des millions et des millions d'euros pour soutenir l'opposition locale, pour sans doute préparer, si Orban l'emporte, une tentative de révolution colorée. Sauf que cette fois-là, ils ont en face d'eux Washington. Et on a beaucoup apprécié, en tout cas moi j'ai beaucoup apprécié, puisque je pense que c'est quelqu'un qu'il va falloir garder à l'œil, qui peut être un allié, notamment pour les nationalistes français à terme, c'est J.D. Vance, donc le vice-président américain, qui est allé soutenir
comme Marine Le Pen, qui est allé soutenir Viktor Orban donc la veille de l'élection. Et ça, c'est un moment extrêmement important. Il s'est d'ailleurs ouvertement, il a fait une déclaration, montré choqué par les menaces de mort, appelons-les comme elles sont, qu'avait proféré Zelensky contre Viktor Orban, qui voulait lui envoyer des gens pour le menacer, et d'ailleurs sa famille avait été menacée, etc. etc. Donc, encore une fois, J.D. Vance, c'est vraiment, malgré la situation actuelle, où évidemment, il est un peu, comme on dit, le cul entre deux chaises, malgré tout, il faut se rappeler, c'est l'homme du discours de Munich de février 2025, donc l'homme de la liberté d'expression notamment. Bon, pour moi c'est important parce que c'est aussi un catholique et puis qui ne cache pas sa foi. Voilà, si c'est lui l'avenir du Parti républicain, l'avenir du MAGA, eh bien tout reste encore possible. En tout cas là, il n'a pas hésité à se déplacer, donc il a pris un risque. Et ce qui va se passer dimanche, extrêmement important pour les Hongrois, pour les Européens en général et pour les Français. C'est ça qui compte pour nous Russes et pour la Russie, là, évidemment que Viktor Orban est un allié, on peut le dire, un allié de la Russie, quelqu'un de raisonnable avec qui les Russes peuvent parler. L'Iran, l'Ukraine, la Russie, la Hongrie, tout ça, c'est la recomposition finalement du théâtre des opérations internationales, on pourrait l'appeler comme ça. Et parmi ce théâtre, eh bien, Macron a voulu jouer une petite pièce puisqu'il s'est rendu à Séoul. Et là, il a appelé, accrochez-vous, à une troisième voie à l'international, c'est-à-dire une création d'un nouveau système, donc avec des pays qui voudraient être à la fois indépendants de la Chine et indépendants des États-Unis. Ce qui est quand même assez intéressant de mettre ces deux pays l'un par rapport à l'autre, puisque la Chine est le partenaire commercial de la plupart de ces pays-là, donc de ceux qu'il a cités, donc notamment le Brésil, la Corée, etc., y compris même le Canada. Donc la Chine est un partenaire commercial, les États-Unis sont un parasite en fait, la réalité c'est ça. Donc c'est peut-être un bon client pour certains, mais c'est surtout quelqu'un qui impose ses bases militaires dans les pays, qui en plus fait payer l'occupation, et qui de toute manière ne veut pas avoir de rapports normaux en fait avec ses clients ou ses alliés, etc. Mais un rapport, c'est même pas un rapport de suzerain à vassal, mais de maître à esclave. Et donc c'est quand même assez intéressant qu'Emmanuel Macron, qui représente la soumission totale de la France au Parti démocrate américain, donc, et qui espère d'ailleurs, qui doit espérer le retour des démocrates au pouvoir pour relever la tête, et là qui propose de développer, je cite, des relations bilatérales entre ces pays, y compris avec le Brésil. Donc ça aussi c'est quand même intéressant, le Brésil fait partie des BRICS avec la Chine, donc de quoi parle-t-il ? Mais en plus, dans cette déclaration, dans son anglais épouvantable, il explique aussi qu'il faudra en parler à l'Europe, etc. Donc en fait, il veut développer des relations bilatérales tout en parlant à l'Europe. Donc tant qu'on est dans l'Union européenne, tant qu'on est dans l'OTAN, l'horizon de la France, c'est les pays baltes et la Pologne. Donc on va pas aller bien loin. Si on veut redevenir et se poser comme une grande puissance, en dehors du fait qu'il faut réindustrialiser la France, que ça va nous demander beaucoup de travail, beaucoup de coopération avec des pays qui peuvent nous aider à cette réindustrialisation. La Russie pour avoir une énergie pas chère, la Chine pour avoir des technologies et un nouveau modèle de production. Donc pour ça, il faut sortir, pour avoir cette ambition, cette vision, il faut sortir de l'Union européenne. Sinon, on va encore se faire embêter, voilà, par les pays baltes et la Pologne. Donc on n'ira nulle part. Voilà. Donc voilà. Donc en fait, il a Macron a macroné, il est macronite comme disent les Russes, et il a parlé pour ne rien dire. Mais cela dit, l'idée d'une troisième voie à l'international, en soi, attention quand même avec le terme troisième voie, ça peut finir à la 17e chambre correctionnelle. Enfin, dernière politico-stratégique, politico-diplomatique qui m'a paru extrêmement importante, c'est la visite de Madame Cheng Li-Woon du Kuomintang à Pékin. Donc petit rappel historique, après la Seconde Guerre mondiale, Chiang Kai-shek migre à Taïwan et crée le Kuomintang, donc c'est un parti nationaliste chinois, mais qui n'a jamais voulu être indépendant de la Chine continentale. Il voulait au contraire réunir la Chine continentale derrière le Kuomintang à Taïwan. Et ça a toujours été l'idée, et c'est pour ça d'ailleurs que du point de vue du droit international, l'appartenance de Taïwan à la Chine n'a jamais été remise en cause par personne. Alors évidemment, les néocons américains, notamment les démocrates américains, toujours eux, eh bien, rêveraient d'avoir une volonté indépendantiste à Taïwan.
mais visiblement c'est mal parti. Donc là, vous avez le principal parti d'opposition qui est allé à Pékin pour rencontrer les autorités chinoises et s'est rendu notamment sur le mausolée de Sun Yat-sen, donc ce qui est un personnage important dans l'histoire de la Chine, puisque c'est lui qui rompt avec l'Empire chinois et qui crée la première République chinoise, je crois que c'est en 1912. Donc voilà, et ce qui est intéressant, c'est que ces deux parties de la Chine, Pékin et Taïwan, eh bien finalement se recueillent sur ce même fondateur. Et donc ça, évidemment, ça brise deux mythes. Déjà, le mythe qu'il va y avoir un affrontement, que la Chine va se jeter sur Taïwan pour tuer plein de Chinois, ce que les Chinois détestent faire. C'est une nation, un peuple. Donc ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Les Chinois sont patients. Et ils vont réunifier petit à petit Taïwan. Évidemment, c'est un coup dur pour les néoconservateurs américains qui rêvaient d'une bonne guerre qui affaiblirait la Chine. Et donc pour nous, c'est un exemple, la patience, la voie médiane. Et encore une fois, je vous renvoie à tous les travaux, à toutes les publications de Laurent Michelon, que vous pouvez également suivre sur Telegram et sur X. Terrorisme maintenant, et la Russie a commencé à réagir aux actes de terrorisme et de piraterie des Occidentaux, donc contre la piraterie anglaise tout d'abord, puisque un bateau, un navire russe a escorté 2 tankers de la flotte dite fantôme, qui n'est pas fantôme du tout, hein. La plupart des bateaux sont sous pavillon étranger, et donc les a escortés dans la Manche, et ce qui fait que la marine anglaise, courageuse mais pas téméraire, et en plus avec des moyens extrêmement limités, puisque ces bateaux ne fonctionnent plus. Comme je vous l'avais dit, ils sont obligés de demander à la marine française des matelots, des techniciens, parce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à en recruter. Donc voilà, là, ils ont laissé passer les 2 tankers. Bon, c'est triste d'en arriver là, hein, mais voilà. Donc ça, c'est le genre de déploiement de force que les Russes vont faire de plus en plus. Évidemment, également, il y a eu une protestation officielle par le ministère des Affaires étrangères, par Madame Zakharova, contre les pays baltes, qui ont laissé survoler les drones ukrainiens. Alors, la réponse, notamment qui est venue des autorités militaires estoniennes, c'est de dire que, bien sûr, ils ont dit aux Ukrainiens qu'il ne fallait pas utiliser leur espace aérien, mais que, à cause des systèmes de brouillage russes, ça faisait dévier les drones qui passaient sur les territoires baltes. Tout ça évidemment complètement bidon, mais malgré tout, les Estoniens ont dit qu'ils avaient demandé aux Ukrainiens d'éviter. Est-ce que ce sera respecté ? Et surtout, est-ce que Zelensky a la main ? Qui a la main sur ces frappes qui passent par la Finlande, qui passent par les Baltes ? Nous, on considère sur Stratpol qu'évidemment, c'est les Anglais. Et que je pense que d'ailleurs Zelensky n'a plus aucun mot à dire sur ces opérations terroristes, que ce soit dans la Baltique ou que ce soit en mer Noire, puisque là, de nouveau, les Anglais ont frappé donc le port de Novorossiysk sur des actifs du Kazakhstan et des États-Unis. Hein, souvenez-vous, il y a un oléoduc qui amène du pétrole sur le port près de Novorossiysk, et à partir de là, il est chargé sur des tankers qui appartiennent, je crois, à Chevron ou à Exxon, et qui exploitent donc conjointement le pétrole kazakh, et qui sont censés le commercialiser en passant par le détroit du Bosphore. Donc ça avait déjà été fait une fois, les États-Unis s'étaient plaints, et on pensait que c'était réglé. Et à ce moment-là, non. En fait, visiblement, Londres est tellement en panique de voir que les Russes vont s'en mettre plein les poches, pardonnez-moi l'expression, grâce au conflit dans le détroit d'Ormuz, que, en fait, ils sont prêts à taper sur tout ce qui bouge. Ce qui là aussi est stupide, chaque frappe augmente le prix du pétrole, et les Russes en gagnent davantage. Et comme on l'a vu encore une fois sur ce tableau qui est publié par Bloomberg, du pétrole russe, ça sort par tous les ports, notamment y compris des ports dans le Pacifique. Voilà. Et donc, en revanche, ça ne veut pas dire que pour autant Londres et Kiev vont arrêter leurs options terroristes. On a, en gros, finalement, le fin mot de l'affaire, donc de ce méthanier qui a été détruit au large de l'île de Malte. Donc, ce serait une espèce de base terroriste kievienne, en fait anglaise, qui est basée en Libye. Donc là, encore une fois, c'est le développement du terrorisme dans ces zones qui sont hors de contrôle. Ce qu'on attend encore, et par exemple quelqu'un comme Yuri Podolaka, qui est plutôt un modéré, dit il est temps de répondre, en gros c'est ce qu'il dit, au terrorisme par le terrorisme. C'est-à-dire il est temps de couler les méthaniers
qui appartiennent ou qui sont assurés par la Lloyd, aux tankers qui transportent du pétrole pour des pays donc qui font partie de la coalition des velléitaires qui soutiennent Kiev, etc., etc. Donc voilà, on est quand même, je pense, à un moment où les choses peuvent basculer, principalement, je pense, dans la Baltique. Mais le pire n'est jamais certain. Armement maintenant, et les Russes ont commencé à déployer les Geran 4 et 5. Alors, je rappelle, le Geran, qui veut dire géranium, est une copie améliorée du Shahed iranien. Shahed qui a été copié également par les États-Unis, on l'a vu. Et donc là, les Russes l'ont amélioré avec plusieurs générations. Et là, on en a un nouveau qui va jusqu'à 150 km. Et surtout, ce qui est intéressant dans les images qui ont été montrées, c'est qu'il y a une retransmission vidéo qui est très, très claire. Et on pensait qu'avec la perte donc, de Starlink, eh bien, il faudrait beaucoup de temps pour les Russes pour retrouver un tel niveau de précision. Et là, visiblement, ils l'ont retrouvé. Alors, je ne pense pas que ce soit déjà par la mise en place de la constellation du bureau 1440, l'équivalent de Starlink russe, le Starlinkov, qui soit déjà opérationnel, même si, encore une fois, ces 16 satellites qui ont été mis en place, ce ne sont pas des prototypes. C'est le début de l'installation de la constellation. Enfin, en tout cas, on verra bien. Je pense qu'on sera bientôt fixé par ça. Mais pour les capacités de frappe dans la profondeur russe, bon marché et avec beaucoup de précision, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je reviens sur la déclaration dont on a parlé la dernière fois du président de Rheinmetall, donc qui, je rappelle, expliquait, quand on lui parlait de la technologie des drones ukrainiens, expliquait que bah oui, ils avaient des imprimantes 3D et que, en gros, les grands-mères ukrainiennes imprimaient et fabriquaient des drones en assemblant des sous-ensembles chinois. En gros, c'est ce qu'il disait, ce qui est vrai. La réalité, c'est vrai, ce qui est pas mal d'ailleurs, parce que ça permet d'avoir à disposition une quantité toujours extrêmement importante, mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'innovation technologique du côté ukrainien, et il n'y en a pas. Et alors ce qui est intéressant, c'est que suite à cette déclaration qui a particulièrement vexé Volodymyr Zelensky, qui a même répondu à ce président de Rheinmetall, en disant que la babouchka ukrainienne, elle pouvait aussi être présidente de Rheinmetall. Ça me paraît quand même assez compliqué. Il y a eu toute une campagne de presse, plein d'articles qui sont sortis, alors soit pour nous expliquer que c'était pas vrai, soit pour nous expliquer les innovations technologiques, les nouveaux drones. Non, Kiev, l'Ukraine, c'est le tiers-monde. Ils fournissent des soldats, de moins en moins et de moins en moins motivés. C'est ce qu'ils font. Et après, oui, donc ils assemblent des sous-ensembles, mais de toute manière, même tous les projets de production de drones ukrainiens, soi-disant ukrainiens, ils ont lieu maintenant ailleurs. Parce qu'il y a un problème d'énergie, puisque les Russes ont tapé partout où il fallait, et parce que finalement, quitte à dépenser de l'argent de l'Union européenne, autant le dépenser en Allemagne, ou si c'est de l'argent anglais, le dépenser en Angleterre. Donc ce qui se passe, c'est que voilà, l'innovation technologique, elle n'a pas lieu en Ukraine. Ça, c'est des âneries. Mais il faut donner le change en expliquant que si l'Ukraine est capable par elle-même de tenir, c'est pas du tout le cas. Et on en a eu un exemple, et c'est en plus cité dans le Parisien, c'est-à-dire que, eh bien, pour les mini-réacteurs qui permettent d'animer une certaine catégorie de drones ukrainiens, eh bien, le problème, c'est qu'il y a une pénurie. Parce que l'Europe n'en produit pas assez. Les États-Unis, eux, ne sont pas intéressés. Et l'Europe, elle, n'en produit pas assez. Donc, sur un sous-ensemble aussi important que la motorisation du drone, donc les mini-réacteurs, eh bien, évidemment, il faut importer, notamment de Tchéquie. Les Tchèques sont toujours très forts dans le militaro-industriel. D'ailleurs, il y a des modèles du César de Nexter devenu KNDS qui est avec le fabricant tchèque, je crois, Tatra. Donc voilà, les Tchèques, faut les prendre au sérieux dans le domaine de l'armement. C'est de l'expérience que j'en ai eue, c'est des gens qui savent faire. Il y a un bon héritage industriel. Empire du mensonge maintenant, et tout de suite le moment bunker. Le moment bunker, eh bien, c'est le chef d'état-major des armées, le général Gamelin Soja Mandon, qui nous a encore refait une belle devant les parlementaires. Écoutons-le. Quelques constantes apparaissaient à l'été dernier. Le premier, c'était la permanence d'une menace russe sur notre continent, avec une guerre ouverte qui reste ma préoccupation première en termes de préparation des armées. C'est sur notre continent. Donc c'est quand on entend ce genre de sottise qu'on se dit qu'il est vraiment temps que la Macronie dégage. Alors on espère que ça ne va pas être avec un ersatz macroniste, mais quand même qu'on mette à la tête de l'armée française des généraux un peu plus sérieux que ce Soja-là. C'est absolument n'importe quoi, d'autant plus que face à ces grandes déclarations magistrales, on s'aperçoit, comme je l'ai annoncé depuis le début, que malgré les déclarations d'Emmanuel Macron, nous allons donner de l'argent au ministère de la Défense comme on n'en a jamais eu,
Eh bien, finalement, ça n'est pas arrivé. Au contraire, on va taper dans le budget de la défense parce que les militaires se taisent. Parce que, évidemment, quand vous mettez un soja comme les chefs d'état-major de l'armée ou des armées qui ont été nommés par Macron, eh bien, à la tête de nos forces, ils vont faire ce que Macron va leur dire. Et en disant que c'est bien, et en reprenant le narratif qu'on nous a vendu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, alors que les Français estimaient leur armée, eh bien, l'image qui en est donnée par Mandon, par Schill, là, le chef d'état-major de l'armée de terre, eh bien, c'est une image qui va provoquer le mépris chez les Français. Voilà, donc, pauvre armée française, mais bon, tout cela n'est que temporaire. Tôt ou tard, les nationalistes reviendront au pouvoir en France et nous redresserons l'armée comme l'industrie, comme le reste. Considération militaire générale maintenant, de nouveau échange de corps et de nouveau un rapport assez impressionnant au détriment des Ukrainiens, puisque les Russes ont rendu 1000 corps donc de soldats ukrainiens et n'en ont reçu que 40. Donc encore une fois, ça ne veut pas dire que ça fait un équivalent pour les pertes, mais ça veut dire deux choses que je rappelle, je pense qu'il faut le rappeler à chaque fois. C'est que, un, les Russes ramassent, ont du respect pour les corps, y compris ceux de leurs ennemis, ce que n'a pas vraisemblablement le régime kievien, et de deux, c'est que évidemment les pertes sont infiniment supérieures du côté ukrainien, même si c'est pas dans cette proportion. Voilà. Et cela aussi confirme que c'est les Russes qui continuent d'avancer, puisque quand vous récupérez également plus de corps, c'est aussi parce que vous avancez, que les autres partent en courant sans récupérer les corps de leurs petits copains. Voilà ce qu'on pouvait dire à ce sujet. Puisqu'on est dans les ressources humaines, eh bien, du côté russe, d'après les déclarations officielles, les choses vont bien dans le recrutement. Dimitri Medvedev a annoncé que depuis le début de l'année, l'armée russe avait recruté 80 000 soldats et que les objectifs étaient même dépassés. C'est ce qu'a dit le ministre de la Défense, Belousov. Il était avec le maire de Moscou, comme on le voit sur cette photo. Et enfin, dernière considération militaire, je ne pouvais pas ne pas en parler, parce que ici, ça fait rigoler tous les analystes militaires russes, c'est la soi-disant opération de sauvetage en Iran de ces deux pilotes d'un F-15 qui auraient été abattus. Donc, qui aurait coûté, alors extrêmement cher, puisque ça aurait coûté le prix de 2 Hercule C-130. Alors, tout le monde a été étonné, puisque normalement, les opérations de sauvetage de pilotes, c'est plutôt des hélicoptères, c'est plus souple, plus manœuvrier. Et là, pourquoi débarquer des Hercule C-130 plus, c'est énorme, peut transporter beaucoup de soldats. J'ai eu le plaisir, dans ma jeunesse, de sauter de Hercule C-130. Donc là aussi, on se demande ce que ça venait faire là-dedans. Donc évidemment que c'était une opération, un coup de main, peut-être pour récupérer, je sais pas, capturer des représentants iraniens vivants, l'uranium, les 400 kilos d'uranium enrichi, une chose ou l'autre. Et comme ça n'a pas marché, qu'a priori, d'ailleurs les Iraniens ont fait un petit film avec l'intelligence artificielle remarquable. Donc ça a coûté, c'est l'opération pour sauver deux pilotes à $100 millions, quand on voit le nombre d'aéronefs qui ont été détruits. Et d'ailleurs, quand on fait un bilan global, et ça aussi c'est quelque chose dont je voulais parler, c'est-à-dire que pour l'instant, l'opération en Iran coûte une fortune. Des AWACS, les avions radars qui ont été détruits, il y en a 2 qui ont été détruits au moins, alors qu'ils sont plus en production, donc il devait y avoir une nouvelle génération qui arrive, mais elle n'est pas encore prête. Et les Américains n'en ont que 16, donc ça c'est grave. Le F-35, il y en a un qui a été abattu, c'est sûr, et peut-être même un deuxième ont annoncé les Iraniens, plus des C-130, plus du F-16, plus d'hélicoptères. C'est une véritable catastrophe. Je pense pas qu'en un espace de temps si court, l'armée russe ait perdu autant d'aéronefs en si peu de temps. Voilà. Même l'opération Toile d'araignée, qui a été largement surestimée, eh bien, elle n'a pas eu des effets aussi radicaux. Donc, encore une fois, il est temps que les États-Unis se sortent de cette nasse. Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires. Donc, ça va être extrêmement rapide puisque il ne s'est pas passé grand-chose. Donc là, ce dont je vous ai parlé, c'est une attaque sur Novorossiysk par les Anglo-Kieviens contre des actifs pétroliers kazakhstanais et américains. Donc voilà. Bon, cela dit, a priori, le bilan n'est pas énorme. Donc il y a eu beaucoup de frappes dans la profondeur de part et d'autre. Les Russes frappant toujours sur des infrastructures énergétiques donc, qui servent l'intérieur du territoire kievien, et les Kieviens essayant tant bien que mal de frapper
sur les raffineries, sachant qu'il n'y a pas eu de frappe en tout cas significative vraisemblablement du côté de la Baltique. Donc peut-être que la Finlande, l'Estonie, la Lituanie et la Pologne ont intimé à l'Ukraine l'ordre de cesser d'utiliser leur espace aérien. On le verra plus tard. Sur la ligne de front, eh bien, il n'y a quasiment rien qui a bougé. Alors, ça ne veut pas dire que les combats ne font pas rage, hein. Les combats font rage, toujours avec des infiltrations des deux côtés. J'ai rajouté une zone d'infiltration ici sur le front de Zaporozhye, parce que là aussi, on ne sait pas trop qui contrôle quoi. Donc, toujours là, la Russie qui, a priori, progresse, mais on ne sait pas où exactement. Mais il y a toujours des combats. Ici aussi, alors on serait plutôt dans une phase de nettoyage des infiltrations qui viennent, mais là aussi on n'en est pas réellement certain. Les Russes sont toujours en train d'essayer d'avancer du côté de Dobropila. Je rappelle que pour moi, l'objectif principal du printemps-été, c'est la prise de Slavyansk-Kramatorsk, qui peut aboutir, comme je l'avais dit, eh bien, à une cessation des hostilités, pas forcément, mais à une cessation des hostilités. Donc tout est entre les mains des forces russes à cet endroit-là, qui continuent à progresser sur Konstantinovka. Mais là aussi, le front est trop flou pour que je modifie la ligne de front. Plus au nord, il ne s'est pas passé grand-chose non plus. Toujours cette zone extrêmement floue autour de Kupiansk, que ce soit sur la rive est ou sur la rive ouest. Et pareil sur le reste de la ligne de front. Voilà, donc je n'enlève même pas la ligne de front de la semaine dernière, puisque c'est quasiment la même. Voilà où nous en sommes le jeudi 9 avril 2026. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire sur tous nos réseaux sociaux, Telegram, X. Et puis, encore une fois, pour les Français de Russie, Biélorussie, inscrivez-vous sur les listes électorales. Vous avez jusqu'au 24 avril. Tout est encore possible de participer à ce combat politique pour les Français de Russie et de Biélorussie. Et puis en plus on va préparer des événements dès ce mois-ci pour vous rencontrer tous à Moscou, et ensuite on ira à Minsk et on ira à Saint-Pétersbourg. Voilà, les choses vont bon train. Suivez-nous sur les différents réseaux. Voilà, c'est le meilleur moyen d'être au courant. Pour ceux qui veulent aider ma famille, encore une fois, il y a la cagnotte de mon épouse. Et puis, écoutez, pour l'instant, pour la Russie, là, c'est du point de vue économique et diplomatique où les choses vont excellemment bien. Donc, tenez bon, courage, on les aura.